Bonjour. Nous avons maintenant terminé d'explorer la diversité du monde des plantes et du monde du végétal en général. Alors pour la suite, nous allons revenir aux angiospermes pour parler un petit peu de leur génétique et aussi des relations. Donc commençons par la génétique. Donc il ne s'agit pas ici de faire de la génétique pour de la génétique, il s'agit de faire de la génétique pour comprendre à la fois comment les plantes se développent dans leur environnement, répondent à celui-ci, et pour voir comment est-ce que ces notions de génétique nous aident à comprendre aussi l'agriculture et comment améliorer encore les plantes euh, pour notre utilisation. Donc vous avez ici la liste des points qu'on va aborder. Et en revenant encore une fois sur l'importance de la génétique qui va être développée de sorte à comprendre comment les plantes évoluent dans leur milieu naturel, comprendre l'évolution artificielle, c'est-à-dire la domestication des plantes, et comprendre les enjeux de l'agriculture moderne, donc en quoi encore une fois, les données de la génétique aident à améliorer les plantes pour avoir une meilleure production, par exemple. Donc, premier phénomène de génétique dont je veux vous parler, c'est le phénomène d'incompatibilité, donc lié à la pollinisation, donc qui nous ramène au fait que lorsque on entre dans un cycle de reproduction sexuée, dans la majorité des cas, donc la plante saura reconnaître les grains de pollen et rejeter ses propres grains de pollen et accepter celui d'une autre plante. Donc le principe général de ce phénomène d'incompatibilité repose sur une reconnaissance moléculaire entre la surface du grain de pollen et la surface du stigmate, qui est la partie de l'organe femelle sur lequel les grains de pollen se posent. Donc en fait, il y a deux phénomènes d'incompatibilité. On va surtout insister sur le deuxième. Il faut quand même être conscient du fait que le premier est important. Donc c'est ce qu'on appelle l'incompatibilité interspécifique, c'est-à-dire entre espèces différentes, ce qui fait qu'une fleur va rejeter tous les pollens d'espèces autres qu'elle-même. C'est d'ailleurs un peu à la base de la notion d'espèce, de sorte que la reproduction sexuée ne soit pas possible entre espèces différentes, et ça se joue souvent simplement au niveau du grain de pollen lui-même. Ce qu'on va décrire ici plutôt, c'est l'incompatibilité intraspécifique, c'est-à-dire à l'intérieur d'une espèce, qu'on appelle aussi en passant l'auto-incompatibilité ou auto-stérilité. Donc c'est le phénomène qui fait que une plante recevant du pollen d'une même espèce donc il n'y aura pas de phénomène de rejet interspécifique, recevant du pollen d'une même espèce, va quand même parfois le rejeter. Et elle va rejeter ce grain de pollen s'il provient d'elle-même, pour évidemment favoriser le brassage génétique, donc avoir de la reproduction sexuée entre individus différents. Donc on voit à l'illustration ici concrète par des photos au microscope. On voit des grains de pollen et on les visualise les tubes polliniques par de la fluorescence. Donc dans une réaction qu'on dit compatible, donc les grains de pollen viennent d'une autre plante que celle sur laquelle ils se posent. On voit très bien l'allongement de ces tubes polliniques. Et dans une réaction incompatible, où la fleur reçoit des grains de pollen qui viennent d'elle-même, on voit donc absence de ces allongements de tubes polliniques. Donc les mécanismes sont maintenant bien connus pour plusieurs espèces différentes, donc je vais simplement l'illustrer de façon très générale et le mécanisme par le cas d'une espèce où c'est très bien connu. Donc au niveau génétique, ce phénomène est bien décrit depuis longtemps. On sait qu'il est contrôlé par un complexe génique qu'on appelle le complexe S, qui comporte deux gènes et qui existe sous forme de plusieurs allèles, c'est-à-dire, comme vous savez, plusieurs formes légèrement différentes des mêmes gènes. Donc ces allèles vont porter des numéros. Donc pour une plante donnée, on parlera des allèles S1, S2, S3 et ainsi de suite. Donc le principe génétique général est illustré par le schéma très simple ici. Et il faut rappeler, pour commencer, que le stigmate de la fleur fait partie du sporophyte. Il possède par conséquent deux allèles S, qui sont par exemple S1, S2 ou S2, S3 ou S3, S4. Les grains de pollen sont des gamétophytes, ils sont haploïdes et ne possèdent qu'un seul allèle S. Donc le grain de pollen ici, il est soit S1, soit S2, donc dans les trois exemples qui ont été illustrés. Donc ça commence par la figure de gauche. Donc la plante est S1, S2, elle reçoit du pollen qui est soit S1, soit S2. Donc ce pollen pourrait provenir d'elle-même, alors il n'y aura pas de possibilité de fécondation. Donc on voit que les tubes polliniques ont germé, mais leur croissance s'est arrêtée très rapidement. Si on passe à l'autre extrême,
Donc les mêmes grains de pollen S1, S2, cette fois, se posent sur un stigmate d'une plante qui est S3, S4. Donc d'aucune façon, ces grains de pollen ne peuvent provenir de cette plante. Donc la fleur va les accepter et on voit effectivement les tubes polliniques qui sont en train de s'allonger et qui vont permettre d'assurer la fécondation. La figure du centre est le cas intermédiaire. Donc vous avez cette fois-ci une plante qui possède des allèles S2 et S3. Alors si elle reçoit un grain de pollen S1, il n'y a rien de commun. Donc ce grain de pollen est par définition étranger d'une autre plante et il pourra donc assurer la fécondation. Donc on voit le tube pollinique qui s'allonge. Par contre, de nouveau, le grain de pollen S2 pourrait provenir de cette plante. Donc il y aura rejet et on voit donc, que la croissance du tube pollinique a été bloquée. Et ce que cette figure nous montre en plus, c'est que ce n'est pas une réponse globale, c'est une réponse grain de pollen par grain de pollen. Donc on peut accepter certains grains de pollen et en refuser d'autres en même temps. Donc c'est le principe génétique. Quel est le mécanisme au niveau moléculaire? Donc comme je le disais, c'est connu maintenant pour plusieurs espèces, en particulier chez le tabac. Donc on connaît les produits des gènes de ce locus S. Il y en a deux, encore une fois. Alors, chez le tabac, l'un des produits, donc l'un des gènes, code une ribonucléase, donc une enzyme qui dégrade les ARN, qui est produite dans le pistil. Et lorsque le tube pollinique commence à s'allonger, dans une réaction incompatible, ces RNases sont intégrés au tube pollinique, dégradent les ARN de façon non spécifique, et il y aura par conséquent mort du grain de pollen. Et évidemment, pas de fécondation possible. C'est là qu'intervient le deuxième gène de ce locus S, qui lui est un inhibiteur de cette RNase, de cette ribonucléase, et qui est produit dans le tube pollinique. Donc dans le cas d'interaction compatible, il aura reconnaissance entre cet inhibiteur et la RNase, donc empêchant son activité et permettant l'allongement du tube pollinique. Donc ce phénomène ici, décrit d'abord au niveau génétique, s'explique au niveau biochimique, au niveau moléculaire, par une reconnaissance ou non entre une enzyme qui dégrade les ARN et un inhibiteur de cette enzyme. Donc il y a d'autres mécanismes qui existent, mais ils reposent toujours sur le même principe de reconnaissance très spécifique entre les molécules. Ceci m'amène à faire une petite remarque sur le cas très particulier des orchidées, que tout le monde connaît, qui est une famille très très vaste de plantes, avec des fleurs évidemment souvent très très jolies. Et pourquoi cette grande variété de formes de fleurs chez les orchidées? C'est qu'on y fait facilement des hybrides interspécifiques. Donc première information, il existe environ 25 000 espèces naturelles d'orchidées, de la famille des orchidacées en passant, donc ce qui représente environ 10% des espèces d'angiospermes. Donc c'est considérable. Cela veut dire qu'une des 400 quelques familles d'angiospermes représente 10% des espèces. La plupart étant représentées par des populations relativement faibles. Alors cette diversité, justement, s'explique par le fait qu'on fait assez facilement chez les orchidées des hybrides entre espèces différentes, donc on crée de nouvelles espèces. Et tirant profit de cette propriété, donc l'espèce humaine a aussi fabriqué plusieurs hybrides interspécifiques. Donc on estime qu'il y a environ 100 000 hybrides qui ont été créés par des croisements interspécifiques. Alors pourquoi est-il si facile de faire des croisements entre espèces différentes d'orchidées, ce qui va un petit peu contre les définitions? C'est que justement, chez l'orchidée, il existe très peu de mécanismes tels que celui qu'on vient de décrire pour le tabac. Donc si un grain de pollen d'une autre orchidée se pose sur une de ses fleurs, il y a de fortes chances que même si le grain de pollen vient d'une autre espèce, qu'il n'y ait pas de rejet. Alors comment est-ce que ça fonctionne dans la nature? C'est que les grains de pollen des orchidées sont transportés par des insectes et qu'on a des relations très spécifiques entre une espèce d'orchidée et une espèce d'insecte. Donc la notion d'espèce chez l'orchidée est maintenue en grande partie par cette relation spécifique insecte-pollinisateur par rapport à la plante elle-même. Et donc si nous on intervient artificiellement, si manuellement on va prélever du pollen sur une des fleurs d'orchidée et la mettre sur une autre fleur, même en absence d'insectes pollinisateurs, on arrivera assez souvent à créer donc une nouvelle espèce, un hybride, et créer une plante qui soit différente. Alors, deuxième élément de génétique, très différent,
c'est la façon dont les plantes peuvent répondre et s'adapter à leur environnement. Donc il y a deux façons d'y arriver. La façon, je dirais, classique, connue depuis longtemps, c'est l'adaptation classique selon Darwin. C'est-à-dire que vous avez dans une population des plantes qui sont des mutantes par rapport à d'autres, et certaines de ces mutations confèrent des avantages. Par exemple, si une mutation rend la plante plus résistante à la chaleur, elle sera favorisée dans une période de réchauffement climatique, mais c'est évidemment des adaptations qui sont sur le long terme. Donc il faut que ces mutants deviennent progressivement la forme dominante dans une population. Donc ça prend évidemment plusieurs générations, ça se fait sur des centaines, milliers, parfois voire des millions d'années. Donc ça ne permet pas de s'ajuster à des conditions qui changent rapidement. C'est là qu'intervient le deuxième type d'adaptation. Ce sont non pas des mutations, mais des changements dans l'expression de plusieurs gènes, dont des changements qu'on qualifie d'épigénétiques. Donc, qui ne sont pas des mutations, qui sont des espèces de marques qu'on ajoute à l'ADN et qui font qu'un gène s'exprime plus ou moins selon les cas. Et ce qui est intéressant, c'est que ces changements sont parfois héritables, donc peuvent passer d'une génération à une autre. Donc c'est illustré par cette figure qui est une représentation très, très simpliste de l'épigénétique, mais qui aide quand même à en comprendre le principe. On commence avec un stock de graines d'un matériel qui est très uniforme, donc ce sont des génomes à peu près identiques, et on fait pousser ces graines, on sème ces graines, et on fait pousser une partie des plantes à 30 degrés, dans de très bonnes conditions, et l'autre partie des plantes, on les fait pousser à 10 degrés. Et on voit forcément que les plantes qui se développent à 30 degrés sont plus grandes que les plantes qui se développent à 10 degrés. On récolte les graines de ces plantes, on ne les mélange pas, et on les sème pour faire la génération suivante, qu'on appelle la génération F1. Et dans ce cas-ci, maintenant, on place toutes les plantes dans les mêmes conditions, par exemple à 20 degrés. Et ce qu'on observe, c'est que même si les plantes sont dans les mêmes conditions, celles qui originent des plantes ayant poussé à 30 degrés sont toujours plus grandes que celles qui originent des plantes ayant poussé à 10 degrés. Et on peut poursuivre l'expérience sur plusieurs générations. Donc à chaque fois, donc, on récolte les graines de chaque groupe de plantes, on les ressème, on fait pousser les plantes dans les mêmes conditions, et on se rend compte qu'après un certain nombre de générations, on a toujours maintenu cette différence de taille entre les plantes qui ultimement originent de celles qui ont poussé à 30 degrés et celles qui ultimement avaient poussé à 10 degrés. Donc c'est-à-dire qu'après plusieurs générations, on a, si on veut, une espèce de mémoire d'événements qui se sont passés plusieurs générations auparavant. Et l'explication, encore une fois, ce ne sont pas des mutations. Donc si on séquence les génomes de ces plantes, on ne trouvera pas de changement. Mais on va se rendre compte, tel qu'illustré par les petits schémas ici, que ces plantes n'expriment pas tous les gènes de la même façon. Et on se rendra compte que l'expression différentielle des gènes est due, par exemple, à des méthylations, donc c'est le triangle noir ici, des méthylations sur l'ADN, qui modifient l'expression du gène. Donc c'est ce qu'on appelle des marqueurs épigénétiques. Donc c'est tout ce qu'on dira pour l'aspect environnement. Troisième aspect de la génétique, qui nous ramène à des notions plus fondamentales. Donc ce sont la notion de gènes qui contrôlent le développement de la plante. Donc comment la plante fabrique ses feuilles, ses tiges, ses racines, ses fleurs, et pourquoi la fleur a 4 sépales ou 5 ou 3. Donc tout ceci est contrôlé par des gènes qu'on appelle des gènes de développement. Donc pour l'illustrer concrètement, j'ai choisi quelques exemples qui représentent quelques phases différentes du développement de la plante, en commençant par le méristème apical collinaire, dont on a déjà parlé, et dont on a vu un peu le fonctionnement. Et maintenant, on peut dire qu'au niveau génétique, le fonctionnement de ce méristème est contrôlé par plusieurs gènes, dont des gènes qui s'appellent STM et WUS. Donc on retrouve ici le schéma qu'on a déjà vu de ce méristème apical collinaire, donc le dôme apical, l'extrémité de la tige, la zone apicale où il y a peu de mitose, et l'anneau initial, ici en bleu clair, là où les cellules se divisent activement. Donc on a des activités différentes selon les différentes zones du méristème. Alors comment est-ce que tout ceci fonctionne? Donc on se rend compte qu'on a au niveau de ce méristème l'expression du gène qu'on appelle WUS dans ce centre organisateur, ici en orange, qui est un peu le chef d'orchestre du méristème apical collinaire, et que l'expression de WUS maintient justement cette population de cellules souches ici, qui sont les cellules qui se divisent peu et qui sont la réserve de cellules ayant une information génétique intacte pour permettre à la plante de se développer pendant très, très longtemps. L'expression du gène STM dans l'anneau initial maintient ces cellules à l'état indifférencié, ce qui leur permet
elle, d'être à l'état en état de mitose active avant que certaines cellules quittent cette zone et se retrouvent dans les primordiales de feuilles, là où elles vont commencer à se différencier. Donc, ce sont des gènes qui sont essentiels au fonctionnement du méristème. Alors, comment ils ont été identifiés? Bon, comme toujours, c'est par des mutations. Et donc, si vous avez des mutations dans l'un ou l'autre de ces gènes, et encore plus dans les deux, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit ici une plantule très jeune. Donc, on a de part et d'autre les deux cotylédons. Et au centre ici, chez la plante sauvage, donc le méristème qui commence à fonctionner, il commence à former donc, des feuilles, qu'on voit là, des ébauches de feuilles. Et chez un mutant ici, dans le gène STM, bien, on voit qu'entre les deux cotylédons, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de méristème fonctionnel. Donc, ce type de gène est absolument essentiel pour qu'il y ait un méristème et que celui-ci fonctionne de façon normale. On peut faire de remarques là aussi, parce que l'autre façon d'étudier des gènes de développement, donc une fois qu'on les a étudiés chez des mutants, on peut aussi faire l'expérience inverse, c'est-à-dire de les faire s'exprimer artificiellement dans d'autres endroits de la plante. Donc, on va ici le faire avec des gènes, encore une fois, STM ou WUS, et en changeant leurs promoteurs et en les réintroduisant dans une plante. Donc, ce sont des plantes transgéniques utilisées pour la recherche. Donc, on les a fait s'exprimer en dehors du méristème, qui est leur lieu habituel d'expression. Donc, ces gènes ne s'expriment pas habituellement dans les tiges, les feuilles et les racines adultes, par exemple. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est ce qu'on voit sur les photos du bas. Donc, ces plantes qui expriment STM et WUS en dehors du méristème forment des organes. Donc, on voit indiqué par la flèche ici, là et là. Donc, forment des organes, des feuilles, des tiges, à partir de cellules qui, normalement, auraient dû être des cellules différenciées et qui n'auraient pas dû se comporter comme des cellules méristématiques. Donc, c'est une très belle démonstration que non seulement ces gènes sont importants pour le fonctionnement du méristème, mais qu'ils sont à eux seuls, en grande partie, suffisants pour créer un méristème de toute pièce à partir de n'importe quelle cellule. Deuxième phase de développement, c'est le développement de l'embryon, avec deux exemples de gènes que je vais présenter rapidement. Donc, on sait que dans le développement de l'embryon, les différentes parties de la future plante savent, entre guillemets, où elles sont, parce qu'elles reçoivent des quantités d'oxyne qui sont différentes. Donc, les flèches bleues qu'on a ajoutées sur l'embryon ici au début du stade cordiforme indiquent le transport de l'oxyne qui se fait, comme on le voit, dans des directions très précises selon les tissus. Donc, on parle effectivement d'un transport polarisé, polaire de l'oxyne. Et ce transport polaire crée des gradients de concentration d'oxyne. Donc, les zones qui sont en vert, ici, sont des zones où l'oxyne s'accumule de façon plus importante que dans le reste de l'embryon. Donc, c'est le signal pour ces cellules-ci qu'elles devront former des racines, et c'est le signal pour ces cellules-ci qu'elles devront continuer à croître pour former des cotylédons. Donc, ce transport polaire de l'oxyne provient de l'activité de certains gènes particuliers qui sont les transporteurs de cette hormone. Deuxième exemple, toujours dans le développement de l'embryon. Donc, on a aussi des gènes qui vont réguler l'expression d'autres gènes. Donc, par exemple, un gène qui s'appelle LEC, toujours identifié d'après des mutants. Et on s'est rendu compte que ce gène LEC, encore une fois, non seulement il est nécessaire pour avoir un bon développement embryonnaire, mais il est suffisant pour induire toutes les transformations qui mènent d'une cellule à un zygote puis un embryon. Donc, même genre de vérification que tout à l'heure. Vous prenez le gène LEC d'une plante, vous lui ajoutez un promoteur, par exemple, qui permet son expression dans les feuilles, donc là où ce gène ne s'exprime pas normalement, et vous régénérez une plante, et vous observez qu'à la surface des feuilles, donc on voit aussi à la loupe bidoculaire et ici au microscope électronique à balayage, on voit qu'à la surface des feuilles de cette plante se développent des embryons. Donc l'expression d'un seul gène nouveau dans la feuille a permis d'induire l'expression de tous les gènes qui sont nécessaires pour fabriquer un embryon à partir d'une cellule. On connaît plusieurs autres exemples de gènes importants pour le développement de l'embryon. Encore une fois, au départ identifiés par des phénotypes mutants. Donc, dans certains cas, on a simplement des embryons qui vont avorter au cours de leur développement. Ou très souvent, on a des gènes qui vont permettre d'aller jusqu'au bout de l'embryogenèse, mais on se rend compte que chez les mutants, on a des malformations importantes de l'embryon. Par exemple, une fois que la graine aura germé, on aura des plantules
Et par rapport à la plantule sauvage, on va se rendre compte que chez ces plantules, il manque une partie. Il manque, par exemple, il manquera les cotylédons, ou il va manquer la partie de tige sur les cotylédons qui est l'hypocotyle, ou ainsi de suite. Et on verra souvent que le système vasculaire est beaucoup moins développé que dans la plantule sauvage. Donc ce sont encore une fois des gènes qui sont essentiels pendant le développement de l'embryon pour mettre en place tous les organes et tissus de la future plante. Troisième exemple de gènes de développement, donc un des cas les plus spectaculaires, je dirais, c'est le cas des gènes qui vont déterminer l'identité des organes floraux. En rappelant rapidement donc, la structure d'une fleur complète, formée de 4 types d'organes qui sont toujours disposés dans le même ordre de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire sépale, pétale, étamine, et au centre le pistil formé en général de la fusion de plusieurs carpelles. Et donc dans les figures qui vont suivre, donc les abréviations seront S pour sépale, P pour pétale, E pour étamine et C pour carpelle. Donc la question qui se pose, c'est comment à partir d'un méristème floral, d'un bourgeon floral, on arrive à former 4 types d'organes qui sont évidemment très différents les uns des autres. Et de nouveau, c'est l'observation de mutants qui a permis d'arriver au modèle qui permet de comprendre ceci. Et on connaît 3 classes de mutations qui affectent l'identité des organes floraux. Et dans le cas de ces mutations, donc on n'a pas production de structures monstrueuses, si on veut, on n'a pas absence d'un organe, on a remplacement d'un type d'organe par un autre, ce qui est bel et bien la définition de mutations homéotiques, qui sont en particulier bien connues chez la mouche, par exemple chez la drosophile. Donc on rappelle, la fleur sauvage a de l'extérieur vers l'intérieur, de sépales, pétales, étamines, carpelles, donc disposés sur des cercles concentriques qu'on appelle des verticilles, et numérotés de 1 à 4, encore une fois, de l'extérieur vers l'intérieur de la fleur. Donc chez les mutants de classe A, on observe 2 changements, c'est ce que j'ai mis en rouge. Donc les sépales sont remplacés par des carpelles, les pétales par des étamines. Donc le changement touche 2 verticilles qui se suivent. Même principe pour les mutants de classe B, qui affectent les verticilles 2 et 3, donc où les pétales deviennent des sépales et les étamines deviennent des carpelles. Et chez les mutants de classe C, donc les organes extérieurs de la fleur ne sont pas affectés, mais les organes reproducteurs de la fleur sont remplacés par des pétales et des sépales. Donc la fleur, si on veut, devient stérile puisqu'elle n'a plus d'organes reproducteurs. Donc ça a été observé chez plusieurs espèces différentes, ce qui fait qu'à partir de là, on a essayé de bâtir un modèle général pour expliquer le développement de la fleur chez toutes les angiospermes. Donc simplement avant de voir le modèle lui-même, donc je reprends ce tableau des mutations et donc avec des photos qui montrent ces phénotypes, donc de la fleur sauvage d'Arabidopsis, des mutants de classe A, des mutants de classe B, et ceux de classe C qui sont les plus faciles à reconnaître puisqu'on a doublement des pétales, puisqu'on a maintenant 2 verticilles de pétales, donc ces fleurs sont facilement identifiables. Ce qui veut dire que si on fait le bilan, on a 3 classes de gènes qui expliquent le développement de 4 types d'organes. Alors comment est-ce que c'est possible? Donc ce n'est pas un simple modèle où une classe égale un type d'organe, c'est plutôt un modèle combinatoire. Et comme on le voit et comme on pouvait le pressentir d'après les phénotypes mutants, puisque chaque mutant affecte l'identité de 2 verticilles adjacents, donc chaque classe de gènes va ainsi contrôler l'identité de 2 verticilles adjacents. Donc les gènes de classe A vont affecter les sépales et les pétales, donc les verticilles 1 et 2. Les gènes de classe B vont affecter ou déterminer le développement des verticilles 2 et 3. Et les gènes de classe C vont déterminer le développement des verticilles 3 et 4. Et il faut ajouter à ceci une autre partie, un autre élément du modèle que je n'explique pas, donc on prend simplement la conclusion, c'est que les gènes A et C sont mutuellement exclusifs. Donc là où A s'exprime, C ne peut pas s'exprimer. Donc ce modèle, il est représenté schématiquement comme ceci, par des boîtes, si on veut, qui représentent les domaines d'activité de ces gènes. Donc les gènes de classe A s'expriment dans les futurs verticilles 1 et 2. Les gènes de classe B s'expriment au niveau du méristème floral dans ce qui deviendront les verticilles 2 et 3. Et pour les gènes de classe C, l'expression est au niveau des verticilles 3 et 4. Et ce que le modèle nous dit, dans ce cas-là, c'est que si vous avez la fonction A seule, vous formez des sépales. La combinaison de A plus B va donner des pétales. La combinaison de B, mais cette fois-ci avec C, va donner des étamines. Et la fonction C seule va résulter dans le développement de carpelles. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle ABC
de la détermination des organes fleuraux, de l'identité des organes fleuraux. Donc un modèle qui a été proposé il y a déjà plusieurs années et encore une fois qui a l'avantage d'être assez universel, même s'il y a toujours des exceptions en biologie, mais ce modèle explique le développement floral de la grande majorité des angiospermes. Aujourd'hui, on a ajouté quelques gènes, on parle des fonctions D, DEF éventuellement, mais donc ces nouvelles fonctions, ces nouveaux gènes ne changent rien au modèle général qui repose au départ sur les gènes ABC. Donc les produits de plusieurs de ces gènes ABC sont connus, donc on sait que ce sont des régulateurs de l'expression des gènes. Donc on va induire des gènes qui vont faire en sorte que le primordium d'organe va devenir sépale ou pétale ou étamine ou carpelle. Donc ce sera un ensemble de gènes spécifiques à chaque organe qui seront donc exprimés ou non selon qu'on aura présence des gènes A, B ou C. Maintenant, si on procède un petit peu à l'envers, donc on peut repartir du modèle et essayer d'expliquer les phénotypes, alors qu'on a basé le modèle en se basant justement sur les mutants. Donc, je donne ici simplement l'exemple d'un phénotype d'un mutant de classe C. Vous pourrez, si vous voulez, donc faire l'exercice de prendre le modèle et de regarder ce qui se passe sur chacun des mutants aussi dans les classes A et B. Donc, on reprend le modèle qu'on avait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de changement chez un mutant de classe C pour le gène B. Le gène A s'exprime toujours dans les verticiles 1 et 2. Mais comme on l'a dit, il y a exclusion entre les gènes A et C. À partir du moment où le gène de classe C n'est plus là, le gène A, si on veut s'exprimer ainsi, a le champ libre, et le gène A maintenant peut s'exprimer dans l'ensemble des 4 verticiles de la future fleur. Qu'est-ce que ça nous donne? Si on reprend le modèle, donc fonction A seule donne des sépales, A plus B donne des pétales, on répète A plus B, donc on répète un verticille de pétale, et au centre de la fleur, on a de nouveau un verticille de sépale, là où il aurait dû y avoir des carpelles. Donc pas de changement pour les verticiles 1 et 2, et comme on l'a dit tout à l'heure, absence d'organes reproducteurs chez cette fleur. Et donc c'est ce qu'on observe facilement, on a vu la photo tout à l'heure, donc une fleur qui devient stérile avec un plus grand nombre de pétales. Alors tout ceci est très théorique, vous me direz, donc on parle de ABC, on parle de mutation, mais donc ce sont des qu'on peut observer facilement, je dirais presque tous les jours. Donc qu'est-ce que c'est qu'une rose cultivée? Donc c'est une fleur qu'on aime bien, qui est très jolie parce qu'elle a justement un très très grand nombre de pétales. Mais si vous regardez bien cette rose cultivée, vous allez voir très très peu, voire pas du tout d'organes reproducteurs. Donc cette fleur-là, dans la nature, elle n'existerait pas. Donc quelle est l'origine de cette rose cultivée? C'est l'églantine, qu'on appelle la rose sauvage, qui est une fleur, comme on voit sur le schéma et qu'on voit très bien sur la photo du bas, qui a un très très grand nombre d'étamines, donc d'organes reproducteurs mâles. Et une mutation apparue spontanément chez une églantine, donc une mutation sur un gène de classe C, a provoqué la transformation de ces étamines en pétales et produit cette rose donc, où il y a ce foisonnement d'organes non reproducteurs. Donc évidemment, dans la nature, cette plante-là serait très rapidement disparue puisqu'elle ne peut pas se reproduire toute seule. Mais donc l'intervention, c'est là que l'espèce humaine intervient. Donc on trouve que cette fleur est jolie, donc on va la sélectionner et on va la propager de différentes façons, parfois de façon asexuée, pour permettre justement de la maintenir et donc d'avoir aujourd'hui une grande variété de ces rosiers. Donc on a poursuivi la sélection pour des couleurs, des parfums et autres, pour des formes différentes, mais à l'origine, toutes ces roses cultivées dérivent de l'églantine. Et ce sont toutes des mutants dans un gène de classe C. Donc, ce qui est vrai pour la rose est vrai pour plusieurs autres espèces de fleurs. Donc, la majorité des fleurs qu'on dit doubles, qu'on dit parfois pleines, parfois on emploie le terme latin de plena. Donc, ici, c'est illustré avec le pétunia et avec le tournesol. Donc, dans la majorité des cas, quand on fait une analyse génétique, on se rend compte que ces formes florales sont produites par des mutations dans les gènes de classe C de ces espèces. Et de nouveau, ces fleurs dans la nature s'en tireraient très très mal. Donc elles sont sélectionnées par l'homme, elles sont propagées par l'homme, et c'est pour ça qu'on peut les observer aujourd'hui. On passe à un tout autre aspect du développement, avec une grande question que vous avez peut-être déjà posée. Donc les plantes ont-elles, comme les animaux, des cancers? Et la réponse est oui. On a des phénomènes de prolifération incontrôlée de cellules dans différentes parties de la plante. Donc c'est ce qu'on appelle en particulier des galles. On a ici une photo, l'exemple typique de ce qu'on appelle la gale du collet. Donc le collet étant la partie de la tige juste au-dessus du sol. Et on a ici cette gale du collet qu'on peut observer en particulier facilement chez des pieds de vigne par exemple.
Donc cette prolifération cellulaire, elle est induite dans la très grande majorité des cas par un pathogène, donc par un insecte ou un acarien qui s'attaque à la plante, ou par des bactéries. Et c'est le cas le plus connu, c'est le cas de la bactérie Agrobacterium, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, et même plusieurs fois probablement. Donc Agrobacterium est une bactérie du sol qui infecte la plante à ce niveau du collet et qui ne se contente pas d'entrer dans la plante, mais qui va y transférer un peu d'ADN. Donc on a chez Agrobacterium un plasmide qu'on appelle le plasmide TI, c'est pour Tumor Inducing, le nom est très, très clair, hein, qui produit des tumeurs. Et dans ce plasmide TI, on a justement des gènes dont c'est la fonction, donc on appelle des oncogènes, par analogie avec ce qu'on a chez l'animal et chez l'humain. Et ces oncogènes, suite à l'infection par Agrobacterium, vont être intégrés dans le génome de la plante. Et les cellules qui ont intégré ces gènes vont proliférer de façon anarchique. Donc cette prolifération va créer cette maladie qu'on appelle la gale du collet. Donc c'est bel et bien ce qu'on pourrait appeler un cancer, de nouveau, qui affecte la plante. Cependant, il y a une différence importante par rapport au cancer chez l'animal, puisque chez les plantes, on sait que les cellules sont soudées les unes aux autres par leurs parois, donc il n'y a pas de mouvement de cellules dans la plante. Donc évidemment, cette gale du collet et autres maladies du même genre vont être nuisibles pour la plante, mais on n'aura jamais le phénomène de métastase, ou si on veut, de ces proliférations qui vont se trouver à différents endroits de la plante. Donc s'il y en a plusieurs, c'est qu'il y a eu plusieurs sites d'infection. Alors c'est là que je vous suggère un petit article pour aller plus loin. Donc un très court et un plus long pour ceux qui s'intéresseraient davantage. Donc qui parle justement du phénomène de gale chez les plantes. Donc on a vu la gale du collet. Il y a aussi souvent des gales sur les tiges et les feuilles. On les observe très facilement si on regarde un petit peu autour de soi. Donc on voit ces structures très particulières. Donc par exemple, si sur une feuille de chêne ou un renflement des tiges, qui est aussi la manifestation de la présence d'insectes. Donc, si vous ouvrez ces gales, vous y trouvez un petit insecte qui donc modifie le développement de la plante pour favoriser donc, sa propre reproduction. Dans le même ordre d'idée, on va parler ici de la façon dont d'autres pathogènes donc, ne se contentent pas justement de se nourrir de la plante, mais vont modifier son développement. Donc, c'est le cas, par exemple, de bactéries qu'on appelle des phytoplasmes. Donc, les phytoplasmes sont des bactéries relativement peu connues qui se caractérisent par l'absence de parois et qui infectent les cellules les plus riches en éléments nutritifs de la plante, qui sont évidemment les cellules du phloème, donc là où circule la sève élaborée. Donc on voit sur cette photo donc, deux exemples ici de phytoplasmes qui sont à l'intérieur d'une cellule de la plante. Donc la présence de phytoplasme a des conséquences, comme je le disais, sur le développement de la plante. Donc première conséquence, la plante en général aura plus de ramifications, puisque la bactérie cherche à se nourrir des organes aériens de la plante, donc on va les faire proliférer. Et deuxième modification, les organes floraux seront modifiés en feuilles, un phénomène qu'on appelle de phylodie. Donc on voit ici les deux manifestations. Donc avec une fleur qu'on a vue en grande abondance, une plante qu'on a vue en grande abondance dans les dernières semaines, puisque c'est la plante associée à Noël, donc le poinsettia. Donc le poinsettia, entre guillemets, normal, sans phytoplasme, a l'air à ceci. Et le poinsettia infecté ressemble à ceci. Et c'est en général ce genre de plante que l'on veut acheter, qu'on trouve plus jolie que celle-ci. Donc en conséquence, un beau poinsettia, c'est un poinsettia qui est infecté par des phytoplasmes. On a ici le phénomène de phylodie pour une plante telle que l'échinacée, où on voit que les fleurs qu'on trouve sur la plante sauvage donc, existent toujours. On y trouve bel et bien une disposition d'organes floraux, mais ces organes floraux sont devenus des feuilles, elles sont vertes, elles sont actives en termes de photosynthèse, et on comprend évidemment l'intérêt pour la bactérie, puisque ces organes étant maintenant actifs en termes de photosynthèse, ces organes seront plus riches en éléments nutritifs. Donc, vous voyez que, comme je disais, non seulement la bactérie se nourrit de la plante, ça va beaucoup plus loin. La bactérie modifie la plante pour favoriser, encore une fois, sa nutrition. Donc, c'est un phénomène qui a été étudié au niveau génétique et on s'est rendu compte, justement, si on parle en particulier de la phylodie, que les phytoplasmes affectent l'expression des gènes, de plusieurs gènes de développement. Un exemple concret, on connaît un gène qui s'appelle SAP5, donc ce n'est pas le nom qui compte ici, qui est un gène de phytoplasme dont la fonction est d'empêcher justement les gènes ABC dont on vient de parler, qui déterminent l'identité des organes floraux.
Et si vous n'avez pas expression des gènes ABC, vous ne formez pas de sépales, pétales ou tamines et carpelles, vous formez des feuilles. Donc on voit ici la fleur sauvage, avec ses organes donc, habituels, et la même fleur, la même plante qui a été infectée par un phytoplasme, où on voit encore une fois transformation des organes de la fleur en feuilles. Et si maintenant, au lieu d'infecter la plante, on lui introduit un de ces gènes de phytoplasme, donc le gène SAP54, encore une fois, un gène de ce type-là, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en l'absence d'infection, les organes de la fleur sont transformés en feuilles. Donc, c'est par l'action d'un seul gène du phytoplasme, on a cette modification du développement de la fleur qui, encore une fois, provient d'un effet sur l'expression des gènes ABC. Donc, on va s'arrêter pour cet épisode de génétique sur ceci, sur le phénomène, et puis je vous conseille d'aller lire cet article-là, puisqu'on a parlé de la rose tout à l'heure et du rosier. Donc, le rosier est une plante dont le génome a été séquencé en entier, donc une des multiples plantes dont le génome a été séquencé en entier. Et cet article-là vous explique un petit peu donc, en quoi le fait de connaître le génome du rosier aide à comprendre son évolution, par exemple. Et je rappelle pour terminer qu'il ne faut pas hésiter, s'il y a des questions sur tous les cours depuis le début du semestre, n'hésitez pas à me les poser par mail ou sur le forum de Moodle, puisque très bientôt, lundi prochain, il y aura une séance de questions-réponses qui permettra donc d'éclaircir des points qui pourraient toujours être pas tout à fait clairs pour vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'avance, ce sera beaucoup plus facile d'y répondre, de préparer des figures, même si évidemment je répondrai volontiers aux questions qui me seront posées le jour même.